Aïcha qui m'ont donné l'occasion, en tant qu'anthropologue, de me prononcer par rapport à la question de la pandémie du Covid-19 qui a secoué pratiquement toute l'humanité. Il est certain que face à cette maladie, il est préférable que chacun, en parlant, reste dans son domaine d'action. Le politique prend les décisions, le médecin met en place un protocole de recherche pour trouver un vaccin. En attendant, il propose des solutions idoines. Et de l'autre côté, les intellectuels, les sociologues, les anthropologues, les religieux, les activistes des droits humains comme vous, chacun essaie d'apporter sa contribution à la lutte contre cette pandémie. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une maladie secoue toute l'humanité d'un seul coup. D'un seul coup. Il ne s'agit pas de ce pays est là, l'autre pays à Paris. Et face à cette maladie, quand un corps est agressé, ce sont les globules blancs qui vont chercher, ce sont les gendarmes. Mais quand aussi une culture est menacée, une société est menacée, la première chose, les premiers leviers qu'on met en avant, ce sont les ressources et les valeurs socio-culturelles. Nous avons une pharmacopée traditionnelle incontestable. Les Africains n'ont pas commencé à se soigner avec l'arrivée du monde occidental. Ça, ce n'est pas vrai. Deuxièmement, nous avions nos pratiques culturelles. Nous avions des pratiques culturelles. Comme la France est secouée, les États-Unis sont secoués, les Africains aussi sont secoués. Donc, pour mieux articuler l'intervention de cet après-midi sur lequel nous allons partager, c'est les valeurs culturelles, le Covid-19 et la discrimination sociale. Je vais les détailler en 3 points. Le premier point, c'est les traditions hospitalières. Tout le monde sait qu'en Afrique, même s'il y a des divergences au Sénégal, en Mauritanie, en Afrique du Sud, en Niger, nous avons ce qu'on appelle les valeurs, les traditions hospitalières. Qu'est-ce que j'appelle traditions hospitalières? Ce sont l'ensemble des traditions, des pratiques et des actes destinés à montrer à quelqu'un qu'on a de la considération pour lui, qu'on a de l'affection pour lui. On marque sa présence, on l'accueille, on l'héberge. Alors, ces traditions hospitalières vont être extrêmement secouées par la pandémie du Covid-19. C'est pourquoi, en tant qu'anthropologue, avant même de m'entretenir avec vous, j'ai écrit un article intitulé « Les traditions hospitalières face à la pandémie du Covid-19 ». Et je donne un exemple concret. J'ai un cousin qui quitte Haïti, qui me téléphone pour me dire « Bon, voilà, je suis en route, je viens chez toi ». Je lui dis « Non, je ne peux pas t'héberger ». L'État a décrété le confinement. Il est certain que cette réponse, ça ne passe pas selon nos codes culturels. Deuxième élément, je mets de l'eau à l'entrée de la maison, je dis si vous venez, mettez de l'eau, mettez de javel et lavez vos mains. Quelqu'un me dit, mais moi je ne suis pas porteur, si vous voulez, de cette maladie, je ne suis pas porteur, si vous voulez, de ce virus. Donc la question c'est de savoir comment vivre avec le Covid-19 sans qu'il n'y ait de perturbations au niveau de ces traditions hospitalières. Donc, j'ai dit, une pédagogie culturelle s'impose. D'où le rôle maintenant des journalistes, surtout des journalistes qui vont utiliser les langues nationales pour essayer de montrer qu'avant, qu'après et pendant le Covid, nous allons vivre ensemble. Nous n'allons pas nous exiler, nous allons les vivre ensemble. Donc, premier élément, les traditions hospitalières africaines destinés à accueillir, à héberger, à rendre visite, vont être secoués par le Covid-19. Dans la mesure où, pour le moment, on n'a trouvé aucun vaccin, on n'a trouvé aucune solution. Pour le moment, on a simplement dit que la seule solution que nous avions, c'est fondamentalement les gestes et les mesures barrières. Comment se manifestent les gestes et les mesures barrières? On a dit que les gestes et les mesures barrières se distancient avant tout par le confinement. Premier problème que ça va poser, le confinement, rester chez soi, ne pas bouger. Deuxième élément, on a dit se laver les mains ou utiliser le gel hydraulique.
Troisièmement, on a dit la distanciation sociale. On peut intégrer, par exemple, l'une des contradictions entre les traditions hospitalières et la lutte contre le Covid, la distanciation sociale. On sait qu'en Afrique, la distanciation sociale n'est normativement acceptée que dans le cadre des lois. Par exemple, si je peux marier ta sœur et que nous sommes des naoulés, ce que les Halpulaar appellent le pasiragal, il y a une distanciation sociale voulue et acceptée entre des beaux-parents et les beaux-fils. Sinon, il y a une distanciation sociale au niveau des catégories d'âge. Mais ici, il s'agit d'une distanciation sociale imposée et voulue, si vous voulez, dans le cadre d'une lutte, si vous voulez, contre la maladie. Alors, la première des choses que nous allons voir au niveau des gestes et des barrières, c'est que 3 leçons vont être tirées au niveau du Covid. La première leçon à tirer, c'est que le Covid va mettre à nu absence de souveraineté médicale, notre défaillance d'infrastructures sanitaires, mais surtout mettre à nu les inégalités sociales criantes qui sont un scandale, selon la formule, si vous voulez, du professeur Souleymane Bachir Diagne. On s'habitue à ces inégalités, mais on ne savait pas qu'elles allaient sortir, être vécues ainsi de manière dramatique. Je parle de l'Afrique, mais pas tous les pays africains n'ont pas au même niveau de souveraineté médicale. Si vous prenez un pays comme l'Algérie, un pays comme le Maroc, qui a déjà atteint son autonomie au niveau des masques, il y a des infrastructures sanitaires idoines adéquates pour le traitement, si vous voulez, de la prise en charge des personnes vivant avec le Covid-19. Donc, quand je dis l'Afrique en général, je ne le mets pas dans un bloc homogène. Dans certains pays africains, il y a la souveraineté médicale. Dans certains pays africains, les dirigeants avaient l'habitude de se soigner à l'étranger. Donc, ces gens-là, il est certain que dans ces pays, on commence à faire cela. Troisième élément que ce Covid va faire sortir, c'est que dans tous les pays africains où les chefs d'État avaient bénéficié d'un consensus national, d'une unité sacrée contre cette pandémie, dès lors qu'on va à la dimension concrète, apporter des solutions, aider les populations à survivre, automatiquement, on se rend compte que les tensions vont commencer. En partant déjà, je l'avais dit dans mon article, aucun État au monde n'a les moyens de confiner ces populations et de leur donner à boire, à manger tous les jours. Évacuons cette hypothèse qui n'est qu'une vue de l'esprit. Le président Talon, comme le président Faure, chacun est libre de se prononcer selon ses convictions. On dit dès le départ qu'eux ne peuvent pas confiner leur population. Qui connaît le Bénin, qui connaît Cotonou, avec les émédiants, qui vivent le jour au jour, demandez à ces gens, si vous voulez, de rester et de ne pas les manger, de travailler, c'est simplement de leur mettre devant un choix cornéléen. Soit aller capter le corona, soit rester à la maison et mourir, si vous voulez, pratiquement de faim. Mais je ne m'intéresse pas à ce qui se passe en Occident, je m'intéresse plutôt à ce qui se passe chez nous en Afrique. Je dis en Afrique, pour la première fois, les hommes politiques ont été interpellés et mis sous la lumière, si vous voulez, des mauvaises gestions, des mauvaises gouvernances, des déficits économiques, des déficits infrastructurels. Pour la première fois dans l'histoire du continent africain, la parole du journaliste, comme la parole de l'homme médical, fait plus autorité que la parole même de l'homme politique. Les religieux s'investissent comme ils peuvent, les religieux font des doigts, les religieux font des prières, mais aujourd'hui, les Africains, le virus n'est pas une construction humaine, elle n'est pas un signe de malédiction, elle n'est pas un truc et que l'humanité, les êtres humains sont matérialisés et caractérisés par leur capacité de résilience. Mais en attendant de trouver une solution, qu'est-ce qu'il faut faire? On demande le confinement, se laver les gestes hygiéniques et ce qu'on appelle la distanciation sociale. Dans un cadre africain, il est certain que cela cause beaucoup de problèmes. Actuellement, dans la plupart des pays africains, vous savez tous qu'on est en train de déconfiner. On ne déconfine pas parce que la maladie, la pandémie a reculé.
On déconfine parce que simplement, sinon, on va vers une explosion sociale. Dans des pays comme le Kenya, comme l'Afrique du Sud, on a commencé déjà à défier l'autorité, à ne pas respecter des couvre-feux, à manifester. Il est plus facile de tirer sur les populations que de prévoir en amont une infrastructure sanitaire, parce que le droit à l'éducation, comme le droit à la santé, le droit à l'alimentation, est un droit vital. C'est l'un des droits les plus fondamentaux, si vous voulez, de l'être humain. Maintenant, pourquoi il y a discrimination? Avant qu'on le dise, mes professeurs, dans ton entretien, il y a une contradiction. Parce que tu nous as dit dès le début, quand une culture est attaquée, quand une société est attaquée, c'est qu'elle met en levier, ce sont ces pratiques culturelles. Comment se fait-il qu'en mettant en évier nos pratiques culturelles, en mettant en levier nos ressources culturelles, on tombe pour attendre dans la discrimination, dans la stigmatisation? Oui, je l'ai dit dans mon article antérieurement, et où j'essaie de montrer que l'un des grands problèmes de cette pandémie, l'un des grands problèmes du Covid-19, c'est que le mode de transmission est connu. Il est très, très rapide et il pose énormément de problèmes. Pour essayer de savoir comment ce mode de transmission se propage, il y a une terminologie qui a été mise en place. Moi, elle ne m'engage pas, mais j'essaie simplement de m'y habituer. Les cas importés, les cas communautaires et, si vous voulez, les cas contacts. Et même ça encore, on est en train d'imaginer ou de formuler un nouveau cas d'individu qui a la maladie, mais d'une manière silencieuse, ce qu'on appelle asymptomatique. Le porteur dont on ne voit pas les signes extérieurs du Covid, mais qui à la longue peuvent être destructeurs. Mais d'où est née maintenant la discrimination? D'où vient la stigmatisation? La stigmatisation et la discrimination viennent de deux niveaux. Le premier niveau, on a là une maladie dont on n'a pas une solution. On n'a pas une solution. Si aujourd'hui on savait que tel vaccin pouvait soigner, tel comprimé soit soigné, il n'y aurait pas toute cette polémique entre le professeur Raoul et certaines boîtes de pharmacie internationale plutôt mues par la logique du gain que la logique sanitaire. C'est parce qu'il n'y a pas un vaccin, n'est-ce pas, qui est sûr et certain d'apporter une solution. Donc, il y a la peur de l'inconnu. Il y a la peur de l'inconnu. Il y aurait 50 ans aujourd'hui, les Africains se seraient engouffrés dans des solutions mystiques, dans des solutions magico-religieuses, dans des portions affibulatoires, mais ce n'est plus le cas. L'Afrique avance, l'Afrique a de jeunes intellectuels, l'Afrique a de jeunes journalistes qui maîtrisent les codes de communication, qui sont très bien formés et qui ramènent la maladie à sa nature, c'est-à-dire une maladie tout court, d'ordre biologique, de ne pas chercher en haut, de ne pas chercher en bas. Et cela, cette clarification, ne porte pas atteinte à l'autorité et à l'importance de la pharmacopée traditionnelle. Il y a des maladies que la pharmacopée traditionnelle peut soigner à 100%. Il y a des maladies qu'elle ne connaît pas. Aujourd'hui, il n'y a aucun laboratoire au monde qui a une solution contre cette maladie. Pourquoi voulez-vous? Moi, quand je prends ma société, je suis issu d'une communauté qu'on appelle Alpula. Nous avions des guérisseurs traditionnels. Il y a des guérisseurs très connus, très célèbres dans la localité. Quand quelqu'un est piqué par un scorpion, on dira Yato Mochobi. Quand quelqu'un est noyé, on dirait Yato Muchobi. On avait des guérisseurs, on avait des gens qui réglaient pas mal de maladies, ce qui n'est pas le cas. Et cette discrimination, elle est d'autant plus dangereuse que dans beaucoup de pays, c'est des migrants qui sont revenus et qui ont amené la maladie et qui ont contacté. D'autres individus, c'est dans la circulation, on contacte avec des personnes. Mais il faut dire que le Covid, c'est pas une maladie, c'est pas une maladie honteuse. Elle se soigne. C'est vrai, on a perdu des célébrités. C'est vrai, on a perdu des amis. C'est vrai, pour la première fois, chacun gère quand même d'une manière introspective, se pose un ensemble de questions par rapport à lui, à sa famille, à son entourage, aux personnes qui lui ont cher, à son pays et à toute l'humanité. Mais ce n'est pas une raison de faire de la stigmatisation. D'ailleurs, dans la pédagogie communicationnelle de la plupart des pays africains,
on ne voulait pas donner le nom des individus qui sont victimes de cette maladie et qui ont été guéris. Parce que la communauté continue à regarder l'individu vraiment comme un pestiféré susceptible simplement de tuer ou de contaminer tout le monde. Cette peur aujourd'hui entraîne des stigmatisations, entraîne des comportements qui sont quand même inacceptables. Je terminerai simplement en disant que le moment est venu, nous autres Africains, d'apprendre à divulguer l'information en tenant compte de nos canons culturels de transformation, de communication. Le moment est venu de parler dans nos langues, d'expliquer aux populations dans nos langues. Le confinement dans l'histoire de l'humanité n'a pas commencé aujourd'hui. J'étais encore jeune lycéen à Kaïdi en 1900, si vous voulez, 74-75. Il y a eu le lazaret, il y avait le choléra, il y avait bien des gens confinés. Mais là, comme on avait un vaccin, il n'y a pas eu la stigmatisation, il n'y a pas eu la discrimination. Quand l'individu avait ces symptômes, l'individu se soignait et se revenait. Donc aujourd'hui, dans la plupart des cas africains, et d'ailleurs quand on parle des cas de stigmatisation et de discrimination, où est-ce qu'elles sont les plus fortes? C'est dans les grandes villes. Vous ne verrez pas à la campagne. C'est dans les grandes villes où les gens maintenant sont repliés sur eux, qu'on le veuille ou non. Chacun a son projet social, chacun a son projet individuel et familial. Dans des cas pareils, eh bien, chacun essaie de confiner. Je pense que cette pandémie, l'humanité, l'ensemble des peuples finiront par l'endiguer. Mais ce serait quand même extrêmement dangereux de discriminer un individu, de stigmatiser un individu, alors qu'il n'est pas responsable, si vous voulez, lui-même de cette maladie. Il est certain que les Africains ont beaucoup de chats à fouetter plutôt que de rentrer dans la logique. Est-ce que c'est une construction chinoise qui veut décimer l'humanité, après faire des masques, payer les autres, comme dit Trump, est-ce que nous allons porter plainte et tout? Non, les Africains ont d'autres chats à fouetter. Pour la première fois, l'Afrique s'interroge sur le mode de gestion de ses dirigeants. L'Afrique s'interroge sur la fiabilité de nos structures économiques. L'Afrique s'interroge sur la fiabilité et la confiance en ses chercheurs, en ses intellectuels, en ces journalistes, en ces activistes. Les Occidentaux ne viendront pas nous soigner. Il faut que ça soit très clair. Pour la première fois, les égoïsmes nationaux ont pris le dessus sur les relations de solidarité. Je défie quiconque de me donner un exemple face à cette pandémie où les anciennes relations de solidarité ont fonctionné de manière, n'est-ce pas, soudée. Ce n'est pas vrai. Donc les Africains doivent tirer cette leçon, doivent mettre des cellules de veille, doivent exiger au niveau du mode de gestion démocratique, au niveau de la gouvernance démocratique, un devoir de rendre compte, un devoir de visibilité, afin que face à des pandémies de ce genre, l'Afrique puisse aller de l'avant, se soigner, tout en maintenant son meilleur vivre légendaire, hérité de ses traditions et de ses parents. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur, pour cette introduction. Donc, je vais laisser la parole à Maïmouna. Chers participants, en fait, nous voudrions encore une fois remercier le professeur. La connexion n'est pas très stable, c'est pourquoi des fois il y a eu de petites coupures. Mais je vais laisser la parole à Maïmouna, ensuite je vais donner la parole aux participants. Merci. Bonjour Aïcha. Bonjour tout le monde. Donc, merci au professeur comme vous venez de dire. Donc, il a été très d'avoir accepté ce rendez-vous. Donc, c'était juste pour expliquer un peu nous, nos coutumes en tant qu'Africains, en tant que, moi je vais parler juste de ma mère. C'était une anecdote de ma mère. Je rendais visite ma mère chaque jour avant d'aller au boulot. À la descente, j'ai passé à la maison. Et depuis cette année où nous avons dit de rester chez vous et de respecter les consignes des mesures barrières, donc j'ai choisi une journée où je vais rendre ma visite à ma mère. Maïmouna, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, si je veux que tu sois morte, tu vas mourir.
Donc, il ne faut pas comprendre ça. Donc, lui, donc, de ce fait, moi, Dieu ne nous a pas dit de nous suicider. Dieu nous a dit de respecter ces mesures et de rester chez nous en cas de maladie, de ne pas aller vers cette endémie. Mais nos arrière-grands-pères, nos parents, nos amis, il y a certains qui n'arrivent pas à comprendre cette situation et c'est ce qui est, je pense, difficile. Ils se sentent rejetés. Et comme a dit le professeur, quelqu'un qui lui dit de rester chez toi alors qu'il n'a pas quelque chose à mettre sous le nez, donc ce dernier ne va pas rester. Ils sortent, ils partent voir des amis, ils partent voir des parents pour trouver quelque chose à ramener chez eux. Et tout ça, je pense que ça pose problème. Donc moi, les manières, je ne sais pas comment, parce que j'ai loupé cette partie, comment nous, on peut parler calmement à ces gens pour qu'ils puissent comprendre l'ampleur et l'exigence de rester chez soi sans pour aller partir. Je ne sais pas ici, il y a des solutions. Peut-être faire le wari, envoyer la ration chez ces derniers. Si toi-même, personnellement, tu as de quoi manger, ou quelles sont les petites astuces qu'on peut faire pour que ces derniers ne se sentent pas vraiment frustrés. Professeur? Dans mon article que par rapport aux traditions hospitalières, nous avions nos valeurs de solidarité. J'ai circulé dans Nouakchott en tant qu'anthropologue, je préférais écrire sur la base de l'observer. Tout celui qui circule aujourd'hui à Nouakchott, et surtout les 2 premières semaines, les 3 semaines de pandémie, ce qui le frappe le plus, c'est l'affluence des personnes au niveau des officines d'envoi de l'argent. C'est-à-dire la solidarité, elle a joué à fond. Je ne vais pas citer ces officines pour ne pas faire de la publicité gratuite. Ça, les journalistes me l'ont appris. On ne cite pas les noms des officines parce que c'est de la publicité gratuite, mais les résultats ont fonctionné. Deuxième élément, l'État aussi a facilité la tâche en interdisant les déplacements entre les différentes régions. Donc là, il y a une solution de l'État, c'est de dire que ce que les populations doivent faire au niveau de la communauté, en attendant, l'État même prend ses responsabilités en disant, bon, écoutez, vous ne pourrez plus sortir, vous ne pourrez plus circuler au-delà de votre région. Troisième élément, il y a eu la fermeture des lieux de culte. Dans tous les pays africains, il y a eu la fermeture des lieux de culte. Même s'il y a actuellement certaines velléités à les remettre en place, on fixe quand même certaines conditions. La troisième solution qui a été faite, c'est le recours aux nouvelles techniques de l'information et de la communication. Tu peux voir l'individu, tu peux parler avec l'individu, tu peux discuter avec l'individu. Et là, l'information passe à 100%. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, les Africains ne veulent plus s'inscrire dans la fatalité. Tu dois mourir, oui, quand tu as non. Mais Dieu nous a donné une faculté de discernement qu'on appelle la raison, et chacun utilise la raison en attendant, n'est-ce pas, qu'on trouve un vaccin qui est une solution, si vous voulez, purement médicale. Moi, mon interrogation, mon souci, c'est par rapport au décalage du niveau d'instruction. Il est certain qu'il est plus facile de parler à un journaliste, Bac plus 4, de parler à un activiste, Bac plus 4, de parler à un étudiant, un fonctionnaire comme ça, que de parler à une population dont le niveau d'instruction, n'est-ce pas, et d'éducation n'est pas très, très élevé, dont les seuls référentiels et les seuls déterminants au niveau du comportement, c'est les valeurs culturelles. Leur dire on ne peut pas rendre visite, on ne peut pas aller à la mosquée, on ne peut pas faire ce genre de trucs et tout ça, il est certain que ça la pose. Mais malgré tout cela aussi, j'ai dit, il y a une solution. Communiquons dans les langues nationales. Quelqu'un qui avait l'habitude de venir te voir, quelqu'un qui avait l'habitude de te soutenir, quelqu'un qui avait l'habitude, prend son téléphone pour t'appeler au moins une fois par jour, 2 fois par jour. Prends les smartphones, prends les éléments et les nouvelles formes de communication, ça pose problème. C'est dur aujourd'hui qu'en Afrique, dans tous les pays africains, cette question de la distanciation sociale, elle a été réglée à 100%. Les journalistes, les activistes de la société civile, les lobbies, les leaders d'opinion, les religieux. Tout récemment, l'exemple, n'est-ce pas, éclairant du khalife général des Mourides. Donc aujourd'hui, le problème en Afrique, ce n'est plus cette question. Le problème aujourd'hui, c'est un peu partout. Les présidents qui gouvernent sont menacés à cause des limites criantes, n'est-ce pas, et l'incapacité de trouver des solutions.
il ne s'agit pas d'indexer tel ou tel autre président. Mais tous ceux qui ont eu le malheur quand même de gouverner durant cette crise ont vu, n'est-ce pas, ressortir un ensemble d'inégalités sociales, un ensemble de problèmes indépendamment de leur volonté. Peut-être qu'ils ont eu la malchance d'être là au moment où il ne le fallait pas et tout s'arrête. Et j'ai dit encore, il y a un élément généralement qu'on ne prend pas en charge, si vous voulez, dans les populations vulnérables. On en a fait un débat, Amadou d'ailleurs s'est prononcé ça sur Facebook. Il y a une nouvelle catégorie de gens qui ont basculé subitement dans la pauvreté. Moi, j'enseigne à la fac. Je fais des cours dans les écoles privées. Les écoles privées sont privées. Je fonctionne à 50%, c'est clair. D'autres, c'est des journalistes. À la fin du mois, ils ont leur salaire. OK. Mais on sait qu'en Afrique, personne ne vit de son salaire. Moi, cette nouvelle catégorie dont personne ne parle, ce sont les vendeurs ambulants. Alors, parlons de la réalité que nous connaissons. Ils vendent des cartes, ils vendent des méchouis, ils vendent des t-shirts. Cette catégorie-là, ça n'aurait pas été le confinement, elle arrivait à vivre le jour au jour. Mais voilà une nouvelle catégorie qui s'est appauvrie. Comme ils sont dans l'informel, ils ne sont pas recensés. C'est pourquoi je pense même que la pression liée à l'ouverture des marchés, la pression liée au déconfinement vient quelque part de ce secteur informel qui est de grands souteneurs, si vous voulez, de familles en Afrique. Voilà. Merci, professeur. Donc, je vais demander aux participants s'ils ont des questions de unmute et de poser la question. Il ne nous reste que 30 minutes et on ne veut pas aller au-delà parce que le professeur doit rentrer chez lui. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Amadou, si, vas-y. Bonsoir. Comment tu vas? Oui. Est-ce que vous m'entendez clairement? Oui. Est-ce que vous m'entendez clairement? Moi, je t'entends. Oui, c'est bon. OK. OK, très bien. Alors, ce n'est pas une question, plutôt une intervention par rapport à cette question de stigmatisation sociale. Très tôt, quand ça a commencé, on s'est rendu compte que les autorités parlaient plutôt de cas importés, de personnes venant de l'étranger, souvent on donnait des nationalités. Et tout ça, c'était quelque part une façon de dire aux Mauritaniens, ça ne va pas vous toucher. Ou non, c'est une maladie de l'autre. Et dans l'interprétation que certains en ont fait, notamment des religieux plutôt extrémistes ou sur le bord, on a entendu dire oui, c'est une maladie des mécréants, c'est parce que des musulmans sont persécutés quelque part. Et du coup, toutes ces explications ont été faites. Donc, toutes les personnes qui sont associées à ces maladies sont assimilées à ces gens de l'Occident et à leur comportement que l'on ne valide pas forcément. Ensuite, quand ça a commencé à toucher des Mauritaniens, on a commencé à stigmatiser des communautés. On dit, ah, mais c'est un soniqué au Sarkouli. J'étais parti, c'est eux qui sont nombreux en France, donc ils sont revenus nous emmener à cette maladie. Et quand c'était un peu, bah, les autres, ils ont recommencé avec leurs vocaux. Énormément dans les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp, on a entendu des messages qui sont haineux et de nature à diviser nos sociétés, du seul fait que, dès le départ, au niveau de nos autorités, qui sont quelque part les référentiels, l'accent a été mis sur le fait que le virus vient d'ailleurs et c'est l'autre. Et comme le virus du sida, beaucoup le perçoivent comme étant un virus de la honte. Or, ce n'est pas le cas. Donc, c'est ce tabou-là qu'il faut briser quelque part. Et cela ne peut se faire que par, en tout cas, à mon avis, par la sensibilisation. Du reste, le professeur l'a brillamment abordé concernant le confinement. Aujourd'hui, oui, la distanciation sociale, etc., c'est une nécessité. Mais à un moment donné, les gars, on est obligé de sortir pour aller trouver de quoi manger. Sinon, on meurt de faim. Et c'est un peu, ça me ramène un peu au journal rappelé qui est sorti il y a 2 semaines, où on disait, mais pas de bouffe. Donc voilà, merci beaucoup. Je pense que j'ai assez monopolisé la parole comme ça. Merci, Macha. Merci, Amadou, pour cette contribution. Quelqu'un d'autre voudrait contribuer ou poser une question?
Bon, professeur, moi j'ai une question. Ma question, c'est comment vivre avec le Covid sans perturber nos valeurs culturelles? Cette question, elle est essentielle. Elle est essentielle parce qu'elle est vitale, elle renvoie même à notre vécu quotidien. Mais en attendant, je vais revenir sur la brillante intervention du journaliste Amadou Sy. Moi, je ne voulais pas parler de cette question tellement elle est très, très sensible, que ce soit au Sénégal, en Mauritanie, un peu partout en Afrique. Il y a eu une instrumentalisation de l'origine de cette pandémie qui a fait qu'on est arrivé à des perceptions de règlement de compte. Si vous prenez le cas de la Mauritanie, quand on a dit que ah ouais, c'est un Peul, il vient de Kaïdi, et tout ça, il était au Sénégal, ben ça a fait remonter en surface de très mauvais souvenirs. Quand on a dit dans tel pays, c'est plutôt les communautés vivant à Caille qui partent en France, eh ben, ça a été encore les Soniqués vivant, immigrés et tout, et tout. Et troisièmement, et ça, ce n'est pas nouveau, ça, il l'a dit, à chaque fois qu'il y a une maladie que les gens ne comprennent pas, la première explication, c'est l'explication théologico-métaphysique. C'est de dire, bon, voilà, l'homme moderne ne respecte plus rien, et tel, et tel, et tel. Et ces gens-là, je crois que, comme on a dit ici, il ne s'agit pas simplement de sensibiliser. Il s'agit aussi que l'autorité prenne ses responsabilités. On ne gouverne pas en se laissant aller par l'opinion nationale et internationale. On gouverne pour protéger les populations. Aïcha, vous vivez au Sénégal, vous avez très bien vu que Macky, bien qu'étant élu démocratiquement, vivant dans un État laïque qui ne souffre d'aucune contestation, par courtoisie, a pris quand même le soin d'appeler certains imams pour leur dire qu'il va déconfiner les mosquées. Même s'il n'a pas cité de nom, il a dit qu'il y a des chefs religieux qui ont dit non. Ces gens qui disent non là, ils oublient qu'on les a appelés uniquement par courtoisie. Mais le peuple dépositaire de la souveraineté qui a élu le président, c'est le peuple sénégalais. On rentre des fois dans des combinaisons dont on veut parler ici, que si on ne fait pas attention, ça risque de créer beaucoup de problèmes. Il y a des moments où la loi doit être appliquée de manière impersonnelle et de manière très forte. Maintenant, comment vivre avec le Covid? Nous sommes des Africains. Et cette question de comment vivre, j'avais commencé à l'aborder en 3 dimensions. Comment vivre au sein de la famille, comment vivre avec ses voisins et comment vivre à l'intérieur du pays. Comment vivre à l'intérieur du pays? Ce problème est pratiquement réglé. L'État a mis des frontières, l'État a interdit la circulation des voitures entre les régions. Ce problème, il est plus ou moins réglé. Et ceux qui se livrent au transport clandestin sont arrêtés et punis de manière forte pour d'éventuels candidats. Le deuxième élément qu'il faut faire, c'est surtout de la pédagogie communicationnelle. Anthropologue, j'ai dit pédagogie communicationnelle. Tu es mon cousin, tu es mon neveu, tu es mon beau-frère, tu es mon ami, tu avais l'habitude de venir manger chez moi de manière gratuite au nom de cette gratuité traditionnelle acquise dans nos valeurs culturelles. Maintenant, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Ce n'est pas que je ne veux pas que tu viennes passer quand même. Je suis marié pendant 20 ans, 25 ans, tu viens manger chez moi. Si pendant 25 ans, ce n'est que 1 ou 2 mois où tu dois de toi-même comprendre que tu ne peux plus venir parce que simplement c'est lié au couvre-feu, c'est lié à la pandémie, là je pense que c'est ipso fait, il s'agit simplement d'une communication. Au niveau des familles, au niveau des urbains, en temps normalement, ce n'est pas des gens qui se fréquentent tous les jours. Si vous prenez la génération 35 ans, 40 ans, 25 ans, ça c'est des gosses ne se fréquentent que ceux qui sont à proximité dans le même quartier ou qui sont même. Vous avez certains d'entre eux ne se voient que dans le milieu professionnel. Au-delà du milieu professionnel, ils ne se voient pas parce qu'ils ont le mail, ils ont tout pour faire se voir, se parler, se communiquer quand c'est nécessaire. Mais la relation là où elle est plus difficile, maintenant, c'est au niveau de la cellule familiale. C'est au niveau de la cellule familiale. Il faut que les parents comprennent le désir de l'enfant de prendre sa chambre et de se décaler un peu de la famille, de se confiner. Ça ne passe pas très bien. Souvent, il faut communiquer. Il n'est pas marié, pourquoi il va aller loger ailleurs?
pour des nécessités, la vie intime, la vie professionnelle, des fois exige un silence qu'on ne peut pas trouver au niveau de nos cellules familiales. Pour les garçons, pour les filles, c'est extrêmement difficile. Je pense qu'aucune fille n'envisage d'ailleurs cette option que je propose. La deuxième solution, c'est au niveau des enfants. Il y a des parents d'élèves, je l'ai dit dans Facebook, tout en prenant des coups, qui ont complètement démissionné. Les enfants se réveillent à 4 heures, ils sont sur Internet, ils sont sur leur jeu que moi je ne connais pas, je ne peux pas rentrer dans ça, parce que je suis très nul. Toute la soirée, tu laisses les enfants faire ce qu'ils veulent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à supposer même qu'on reprenne les cours, comment réveiller, secouer un enfant qui est resté 2 mois dans ces jeux-là, pour que l'année universitaire est psychologiquement terminée. Je ne parle pas des gens qui ont un terminal, qui font la licence ou le master. Ces gens, ils ont une conscience de leur avenir en jeu. Mais prenez quelqu'un qui fait la 3e, qui fait la 4e, qui fait le CP2, le CI2. Pour lui, l'école est fermée. Psychologiquement, cette année est finie. Donc là, il ne s'agit pas simplement de tirer sur l'État, il y va de la responsabilité des parents. Les enfants, ils ont fait 2 nuits d'Internet. La 3e nuit, tu dis, prenez vos cahiers, tu discutes avec eux, tu leur poses certaines questions. Mais non, toi, le seul rapport que tu as avec l'école, c'est aller payer les frais de scolarité. Les enfants ne vont pas à l'école, tu t'en décharges et tu attends pour savoir si l'année va être sauvée. Moi, la question que je veux simplement poser, le moment est venu d'apprendre en Afrique à regarder la réalité en face et de se méfier de ces sociologues, de ces anthropologues, de ces psychologues qui montrent que toute l'Afrique, tout se partage, tout est en commun, on vit tout entouré. Je dis c'est faux et je le dis à l'international pour qu'on m'apporte la contradiction. Très tôt, je me suis battu pour fonder une famille. J'avais un paquet de monde dans la maison. Maintenant, je vis de la solitude. Je peux me considérer comme une personne de 3e âge et les personnes de 3e âge commencent à vivre de la solitude en Afrique. Tout celui qui se marie, il disparaît. Tes enfants, ils viennent te dire bonjour, mais à un certain moment, ils ont leur plan de carrière. Donc, il faut qu'on regarde cette Afrique en face par rapport aux mutations. Les grands-parents ne sont plus là pour prendre en charge leurs petits-enfants. Les enfants n'ont plus le temps d'entourer d'affection et de présence physique de leurs parents tous les jours. Ce n'est pas possible. Il faut s'habituer à ça. Nos maisons deviennent de plus en plus silencieuses selon le profil occidental. Si vous avez un fils qui est journaliste, qui est informaticien et qui travaille dans des réseaux internationaux, comment voulez-vous s'accaparer de son temps? Quelqu'un me disait la dernière fois, maintenant les enfants, si tu veux les envoyer, il faut que tu leur demandes leur autorisation. J'ai dit oui, tu as mon âge, ton fils doit avoir l'âge de mon fils, 27 ans ou 26 ans. C'est une autre génération avec d'autres ambitions. Et ce que j'ai dit, si les gens ne font pas attention, ils risquent de perdre leurs enfants. Parce que j'ai parlé de Tadji Endam en Pulaar, c'est ne pas avoir un comportement qui risque de te faire perdre définitivement ta progéniture. Tout est basé sur la compréhension, tout est basé sur la communication, tout est basé sur le fait que les parents prennent conscience que les enfants ont une vie privée. Celui qui refuse aujourd'hui que son enfant a une vie privée, il est certain que ce monsieur-là, il finira un jour, Covid ou sans Covid, si vous voulez, à le regretter. Nos valeurs de solidarité ne vont pas disparaître. Nos valeurs d'hospitalité ne vont pas disparaître. Elles sont simplement mises en parenthèse en attendant le retour à la normale. Ça, quand on communique avec quelqu'un, on le communique. Et par rapport à une émission que j'avais faite avec Nali, une journaliste, je lui dis le problème maintenant parmi nous. Certains d'entre nous, on a des parents, des oncles, des frères. Ce n'est pas qu'ils sont méchants. En Pulaar, on dit je ne sais pas comment on dit ça en français. C'est quelqu'un quand on dit confinement, il applique à 100%. Quand on dit personne ne sort, il applique à 100%. Ce n'est pas qu'il est méchant, mais il a un caractère tellement yagi. Quand tu as un parent comme ça, tu refuses le compromis, tu refuses le consensus, tu vas perdre ton parent pour rien du tout. Parce que lui, il est moulé comme ça, il est formaté comme ça. Tout ce qu'il connaît, c'est comme yagi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Merci, professeur. Il y a Sherfa qui a une question. Cher, tu peux poser ta question. Merci Aïcha. Bonjour, merci professeur. Merci beaucoup déjà pour le temps et la disponibilité. C'est vraiment apprécié et cette session va être mise en ligne ensuite sur YouTube et je pense qu'elle sera très utile pour toutes ces personnes qui n'ont pas eu la chance d'assister et comme moi aussi puisque j'ai raté la première partie. Donc ma question, elle est plus personnelle, hein? C'est par rapport aux mesures
prises par nos autorités, que ce soit ici au Sénégal, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso, on a vu que les mesures sont souvent des mesures de sécurité, des mesures sanitaires, des mesures d'ordre plus ou moins restrictif et qui, à aucun moment, n'ont fait appel à une croyance religieuse, à un appel à Dieu, à un appel à la prière, sachant que la médecine a échoué. Bon, jusque-là, la médecine n'a pas trouvé de solution. La sécurité non plus n'a pas permis de régler le problème. Les mesures de distanciation non plus ne s'adaptent pas forcément à nos réalités, mais à aucun moment, aucun leader politique, aucun président, aucune autorité n'a proposé ne serait-ce que des séries de prières dans des mosquées, dans les églises, comme on a l'habitude de faire. Et c'est des croyances culturelles religieuses auxquelles nous, Africains, nous croyons. Mais on a vu qu'aucune de ces autorités politiques-là, dans tous ces pays, n'a parlé de cela. Comment vous analysez cela? Et comment on pourrait peut-être essayer de les pousser à aller dans ce sens pour qu'on puisse faire un retour vers Dieu de façon assez massive. Voilà, c'était ma question et merci beaucoup. La question, elle est très pertinente, mais aussi elle est extrêmement sensible. En réalité, quand il y a eu le Covid-19, en l'absence d'une solution idoine, à chaque fois dans l'histoire de l'humanité que l'humanité a été plongée dans une inconnue, dans une impasse, automatiquement, je l'ai dit dans mon propos préliminaire, cela a entamé, a donné naissance à des réponses, à des croyances superstitieuses, à des pratiques théologico-métaphysiques. Ça, c'est toute l'humanité, partout. En Tunisie, on a dit c'est le l'ail a disparu du marché. Le président malgache a dit c'est un produit à base de tel, le produit est complètement utilisé. En réalité, la médecine n'a pas échoué. C'est que le temps de la médecine n'est pas le temps de quelqu'un qui veut se soigner tout de suite. Vous êtes intellectuel comme moi, vous savez, il y a tout un protocole à faire. Il y a des tests, le médecin, il parle d'après ce qu'il dit, d'après ce qu'il voit. D'où l'accrochage entre Moussa Seydi et le directeur général de la santé du Sénégal. L'autre veut que si je fais, on dit ce que j'ai fait, c'est bon, on applaudit. L'autre, il est sur le registre de la protection de la médicale. Il est contrôlé, son discours est mis en loupe par ses partenaires qui veillent à sa crédibilité. Deuxième élément, il y a le cas des religieux. Aujourd'hui, en Afrique, les gens se méfient beaucoup de ce qu'on appelle les religieux. Moi, je préfère qu'on parle de chefs religieux. Tu es au Sénégal et tu as appris les deux déclarations fameuses de Moudou Karambaki, considérées comme religieux. Il n'y aura plus de Covid à partir de la semaine prochaine. Ça s'amplifie. Que les Occidentaux n'ont qu'à lui donner 2 milliards et il va enlever carrément le Covid, comme si le Covid était un mauvais sort. Aujourd'hui, il y a toute une génération qui se méfie de ce que vous appelez les religieux. Pour eux, ils préfèrent qu'on parle des chefs religieux, les Tijani, les Niassènes, le Khalif général des Mourides, par des exemples concrets, on fait des ndigles. Donc, l'osmose entre le politique, le religieux et le politique peuvent, si vous voulez, aider à aller dans ce sens. Maintenant, la question que vous posez, elle est extrêmement redoutable. Comment amener un discours dans lequel il y a du religieux, il y a eu du médical, il y a du sanitaire, il y a de la société civile, sans qu'il y ait télescopage des autorités. Moi, dans l'article que j'avais écrit, tout en vantant les mérites de la francophonie traditionnelle, j'ai dit, mais attention, virus, Covid, Wawa Mochedi. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'appelle virus, Covid, Wawa Mochedi? Ça veut dire que le guérisseur traditionnel de la ville de Kaïdi, qui m'a soigné contre les mouscures de serpent, contre les piqûres de scorpion, qui est une autorité connue, je lui ai dit face à celui-là, regardons la réalité en face, il ne faut pas enlever le venin du virus. Donc, la question, elle est là. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, on a montré des chefs d'État en train de laver les mains, d'autres en train de faire du sport. On se recherche parce qu'on sait que ce sera extrêmement difficile de mettre dans un seul discours toutes ces formes d'autorité qui ne fonctionnent pas selon le même registre
et dire que c'est voilà, si vous voulez, la solution appropriée. En Afrique, là où il y a les religieux, comme le cas de la Mauritanie, du Sénégal, on n'a pas attendu, même les médecins, tout de suite on a dit, il faut prier dans les mosquées, il faut faire les doigts. On est à la recherche, si vous voulez, des solutions. Comme disent les Halpulaar, il n'a qu'à pleuvoir. D'où vient la pluie, ce n'est pas important. L'essentiel, simplement, si vous voulez qu'il pleuve. Mais malgré tout, en tant qu'intellectuel, en tant que journaliste, en tant qu'activiste, vous avez un devoir de responsabilité. Quand il y a une mauvaise information, il faut dire que c'est une mauvaise information. On ne peut pas laisser quelqu'un dire « Donnez-moi 2 milliards, je vais traiter, faire disparaître le Covid ». Ça donne une interprétation à laquelle le jeune Amadou, journaliste, avait dit tout de suite. C'est de donner la perception que ça vient de l'autre, que c'est construit par l'autre. Aux États-Unis, Trump a beaucoup joué sur ce registre, mais quand il y a eu des morts, quand il y a eu des cas concrets, les gens se sont rendus compte que face à cette question-là, il y a un devoir de clarification, un devoir de mémoire et un devoir de responsabilité. Donc, il faut que les Africains, chacun selon son étendard, chacun selon son domaine d'action, chacun selon sa spécialité, si vous voulez, parle d'une manière claire et distincte. Et je suis très ravi, d'ailleurs, de voir que RFI et l'UNESCO fassent des spots publicitaires au niveau des séries de journal parlé pour dire attention, ne vous fiez qu'à un point de vue officiel. Ne vous fiez qu'à une information de source sûre. Parce qu'avec les WhatsApp, avec les trucs, chacun peut se réveiller un bon matin et peut dire du n'importe quoi. Il y a un principe de précaution même par rapport à l'écoute, par rapport à l'information au niveau des populations. Point de vue officiel qui vient de l'État, point de vue sûr qui vient d'un média dont la crédibilité est incontestable. Parce que face au Covid-19, il n'y a pas de place pour le sensationnel, il n'y a pas de place pour l'émotionnel. Il y va de la vie des populations, il y va de la vie de nos concitoyens. Monsieur Fall. Merci, professeur. Donc, la question de fake news, mauvaise information est quelque chose qui revient depuis qu'on a commencé ces sessions. Il y a un commentaire de Cher Fall qui dit que le constat est que les États tâtonnent. Cher, tu veux ajouter quelque chose? Et juste après, il y a Dior Birima qui voudrait contribuer. Cher Fall. Non, moi je suis parfaitement du même avis que le prof et je comprends effectivement que le temps de la science et le temps de la médecine, ce n'est pas le temps vraiment de supposer rumeurs. Par contre, en tant que croyant, c'était le sens de ma question. En tant que croyant, qu'on soit chrétien ou musulman, nous, on est au-delà de notre profil intellectuel, on sait aussi que le mal arrive quand Dieu le veut et que la mort arrive aussi quand il le décide. Et donc, c'est des choses auxquelles nous croyons en tant que musulmans ou en tant que chrétiens. Et c'est dans ce sens que je me disais que des prières collectives, que ce soit au niveau des musulmans ou comme au niveau des chrétiens, ne serait-ce que pour un retour vers celui qui nous a amenés ici tous et qui est maître de notre destin, pour lui demander pardon et lui renouveler notre foi. Pour moi, c'est des signes qui pourraient aider à trouver même des solutions, ne serait-ce que pour le scientifique qui fait de la médecine. Parce que Dieu, dans sa miséricorde, Dieu peut répondre à des appels à la prière et à des invocations de ce genre. C'était plus dans ce sens-là et pas forcément que les prières soient des solutions plus ou moins médicales au point de remplacer le travail de la médecine. Mais effectivement, je partage votre point de vue. Merci, Cher. Prof, on va donner la parole à Dior Birima. Ensuite, vous pourrez réagir à la dernière intervention de Cher si vous voulez et répondre à la question ou la contribution qui va suivre. Dior. Merci Aïcha de m'avoir donné la parole. Bonjour à tous. Alors, merci professeur déjà pour cette... Vous m'entendez? J'ai l'impression que professeur ne m'entend pas. Ah, voilà, c'est ça. Je vous entends. Parfait. Donc, je voilà.
Ok, en fait, je vous remercie par rapport à cette brillante présentation parce que c'est vrai, nous sommes dans une période où tout bouge, tout va très vite et je pense que nous devons davantage avoir ce genre de sessions dans lesquelles nous avons en fait les avis de nos aînés pour comparer un peu les générations et puis prendre le bon pour compléter par rapport à notre génération. Donc, par rapport à la thématique d'aujourd'hui, vous avez soulevé les valeurs culturelles dans le contexte COVID-19. Et ce qu'il faut savoir également, c'est qu'à l'issue de cette crise, nous allons tous assister en fait à une renaissance. Donc, à une renaissance tant dans nos activités, tant en entreprise également. Et là, en cette période de semi-confinement, c'est comme si nous sommes en phase test en fait, nous préparer à ce qui va venir après. Donc, le constat est fait, c'est que nous serons orientés de plus en plus sur le digital et s'orienter sur le digital par rapport au style de travail, au style de vie. Nous nous rapprochons de plus en plus au style occidental, c'est rester à la maison et tout. Et là, actuellement, si je prends mon exemple par exemple, nous constatons en fait qu'on passe plus de temps à travailler que de passer du temps avec sa famille. Donc, parce qu'il y a les habitudes qui changent. Et moi, ma question aujourd'hui, c'est quoi? C'est pour nous, génération digitale, disons, comment en fait garder l'équilibre entre vie sociale et vie professionnelle tout en gardant ces valeurs africaines que nous avons toujours eues? Merci beaucoup. Voilà, donc je pense que je vais répondre à votre très pertinente question. Mais avant, je vais juste dire à M. Fall que je partage son point de vue. S'il dissocie la foi des religieux, là, je suis d'accord avec lui à 100%. Chacun de nous, le matin, Covid ou sans Covid, quand il fait sa prière, demande à Allah vraiment de lui pardonner ses péchés, de le mettre à l'abri de la tentation, de protéger et de faire du bonheur dans son foyer, dans sa famille et dans toutes les personnes qui nous sont chères. Maintenant, par rapport à Dior, en tant qu'anthropologue, vous avez posé une question capitale. Et cette question, il faut creuser par rapport aux gens de votre nouvelle génération. Vous avez de moins de problèmes. Nous, notre génération, la perception qu'on nous a mis dans la tête, nous sommes dans des sociétés patriarcales. C'est l'homme qui décide, c'est l'homme qui porte le pantalon, c'est l'homme qui amène la dépense au sein de la famille. Chaque Africain de ma génération, l'idée, la perception qu'il a de la femme, c'est la femme au service de ses besoins. Chacun de nous veut que s'il revient, il trouve sa femme à sa disposition, très bien habillée, la maison encensée, très très bien habillée, elle est au profit de... C'est une femme au foyer. Aujourd'hui, cette image du foyer, c'est disloqué. C'est carrément disloqué. Et tu poses en réel un problème de fond. Comment les nouvelles générations pourront vivre en sachant que l'homme qui a été moulé dans une société patriarcale, qui a l'autorité de la parole, qui a l'autorité d'être servi, qui a l'autorité d'être écouté, se retrouve avec une femme moderne qui travaille, donc qui n'est pas disponible à 100% au niveau du mari, qui n'est pas aussi disponible sur le plan de la communication, sur le plan des prestations sociales africaines, sur les prestations de rendre visite, comment vivre au sein de la cellule familiale tout en gardant les meilleurs rapports possibles. Si vous m'avez écouté dès le début, j'ai parlé de ce qu'on appelle une pédagogie culturelle communicationnelle. Les deux conjoints doivent discuter. 1, avant de se marier. 2, chacun d'eux doit tenir compte de la vie professionnelle de l'autre. 3e, la gestion de la famille doit se faire de manière mutualisée. Ce n'est plus l'homme qui est là, servi sur un plateau en or. Il doit savoir qu'il y a des heures, madame doit sortir. Il y a des heures, madame travaille en ligne. Il y a des heures, madame, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas au bureau qu'elle n'est pas en train de travailler, non. Ce qu'elle faisait au bureau, elle peut le faire maintenant à la maison. Il y a donc toute une forme, si vous voulez, d'organisation de la cellule familiale qu'il faut faire au niveau des conjoints. Ça, c'est le premier obstacle. Le deuxième obstacle à monter, ce sont les visites. Parce que Covid ou sans Covid, il arrive que l'un des membres du couple soit en train de travailler dans un bureau au sein de la famille. Il suffit qu'il y ait de la visite des amis, des beaux-parents, de la belle famille. Il est contraint de tout suspendre et de redescendre s'il ne le fait pas. Vous êtes africain comment? Vous connaissez les dégâts. Donc, au niveau, si vous voulez, des jeunes couples dont la marge de vie privée doit être un peu délaissée
par les beaux-parents, par les belles familles, c'est à eux de s'organiser et de s'entendre sur un minimum. Parce qu'il est certain qu'en Afrique, moi, je ne peux pas m'avancer dans ces idées en disant que le confinement a augmenté la violence conjugale, les violences à l'endroit des femmes, qu'on le fait en Occident et tout. Mais il est certain que tout le monde sait que le fait de vivre en vase clos, avec des enfants ou sans des enfants, est potentiellement facteur de tension. Je n'ai pas dit qu'on va passer, si vous voulez, à la tension. Mais là aussi, nous les Africains, on a un début de réponse. Il faut creuser dans nos cultures. Moi, quand je vais chez moi, il y a un salon, c'est pour moi. Il y a un salon, c'est pour les filles. L'espace social est sexualisé. Il y a un espace social, on sait que ça, c'est les hommes. Il y a un espace social, c'est les femmes. Si on revitalise ce truc, on évite les mélanges dans un seul lieu, ça peut être aussi un début de réponse. Alors là, on est à 29. Il reste encore une minute. Je crois que je vais laisser la parole à Aïcha de conclure cette séance. Professeur, merci beaucoup. En tout cas, on est rattrapé par le temps, donc on va vous laisser conclure. Et je me dis qu'on va vous inviter une autre fois encore parce que c'est un sujet tellement intéressant que, bon, malheureusement, 1 heure, c'est pas assez. Donc, on va vous laisser conclure. D'accord. Donc, en guise de conclusion, je vais commencer par te remercier. Remercier ma sœur Maïmouna Lo, remercier mon jeune frère Amadouci de m'avoir donné l'opportunité de traiter de cette question en profil de ma spécialité et de ma connaissance. Parce que j'ai toujours dit, et c'est par là que je conclus, quand on ne connaît pas, il faut se taire. Quand on ne connaît pas une question, il ne faut pas se prononcer. Parce que dans la plupart des cas en Afrique, ce qui amène les problèmes, c'est quand quelqu'un se permet de parler dans un domaine où son discours ne fait pas autorité. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, une personnalité comme Moussa Seydi, qui était inconnu du grand public sénégalais, est devenu une vedette. Il ne l'a pas cherché. C'est la circonstance simplement qu'il a imposée. Quand on laisse à chacun le domaine de dire ce qu'il connaît, son domaine de compétence, il est certain que nous arriverons à vaincre cette maladie. Et compromis, Inch'Allah, Rabbi, si Allah le veut, je suis à votre disposition et nous nous verrons en d'autres moments pour traiter aussi d'autres questions, en tout cas qui relèvent de ma compétence. Je vous remercie. Merci, prof. Il y a un commentaire de Dior Birima. Elle dit que merci pour la réponse très pertinente. Donc, on vous remercie en tout cas.